je suis ici pour vous parler d'un thème, ou plutôt d'une philosophie qui essentiellement tourne autour d'un thème, qui est la philosophie d'Élisabeth de Fontenay, qui est une philosophe contemporaine, vivante. Elle est née en 1930, je ne sais plus, 36 ou 34, peut-être bien, voilà, c'est ça. Et donc, elle a consacré la plus grande partie de son œuvre au thème de l'animal, au thème de l'animalité. Je voudrais commencer par donner la parole à Élisabeth de Fontenay elle-même, en citant les toutes premières phrases de son gros livre, de son livre majeur, qui s'intitule Le silence des bêtes, qui est paru en poche depuis, qui est donc beaucoup plus maniable si on peut dire. Et je vais simplement citer les toutes premières phrases de sa préface. Vous avez les textes sous les yeux, et donc le premier texte c'est celui-ci. Trois soucis m'auront accompagné sur ce chemin, une particulière tendresse pour les animaux, cela va de soi, mais aussi, bien qu'elle puisse sembler paradoxale ou être reçue par certains comme une analogie blessante, la mémoire de la destruction par millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Et par-dessus tout, une réelle impuissance à définir un quelconque propre de l'homme. Voilà, ce sont les toutes premières lignes de sa préface dans cet ouvrage. Alors, ces trois soucis dont parle Élisabeth de Fontenay, ils prennent tout leur sens si on les met en lien avec deux éléments de sa biographie, qu'elle nous invite d'ailleurs elle-même à considérer comme étant constitutifs à la fois de son travail, de son œuvre de philosophe, et en même temps de son identité personnelle. Ces deux éléments biographiques sont les suivants. Élisabeth de Fontenay, d'abord, vous voyez bien, elle fait allusion à la destruction de millions par millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Élisabeth de Fontenay est juive. C'est la famille de sa maman qui était juive, et la famille de sa maman a en très grande partie été assassinée dans les camps sous le régime nazi. Et d'autre part, deuxième élément biographique qui est important à prendre en compte pour comprendre la pensée d'Élisabeth de Fontenay, c'est qu'elle a un frère handicapé mental. Gravement, lourdement handicapé mental. Frère qu'elle nomme Gaspard. En fait, il ne s'appelle pas Gaspard, mais c'est le prénom qu'elle lui a donné dans ce livre qu'elle lui adresse, pardon. Et à la fin du livre, en fait, elle nous dit comment il s'appelle. Et je vais souvent avoir besoin de citer cet ouvrage-là, parce que justement, on va voir que cet ouvrage, il a un rôle tout à fait particulier dans son travail. Et du même coup, donc, par ces deux aspects de sa biographie, à la fois donc son origine juive et son frère handicapé mental, eh bien, elle a considéré en somme que cela lui donnait, alors non pas, surtout pas, une légitimité à parler de certains sujets sensibles et à travailler sur la question de l'animalité, mais au moins elle a considéré que ça lui donnait un point de vue sans doute beaucoup plus affûté sur les questions qu'elle traite. On regarde le deuxième texte, si vous voulez, dans lequel justement elle explique cet aspect-là. Il peut arriver à quelqu'un, témoin et partie prenante d'une maladie qui a frappé son sang, donc allusion à son frère, de trouver un jour, dans le vacillement même du malheur, la bonne distance, celle qui lui permette d'accueillir la fatalité tombée sur un enfant des hommes, pour réfléchir désormais au destin donné en partage à ceux qu'on tient pour seulement vivants. On a aussi là une petite idée du style d'Élisabeth de Fontenay, souvent très classique, parfois un peu complexe même dans ses formulations. Mais en d'autres termes, ayant sous les yeux donc le cas d'un handicap, du handicap frappant un enfant des hommes, comme elle dit, eh bien, Élisabeth de Fontenay a eu le sentiment de trouver là le recul nécessaire, la bonne distance, comme elle dit, pour exercer sa pensée sur les animaux. Ce qu'on tient pour seulement vivants, dit-elle dans ce petit extrait. Alors, il faut que les choses soient très claires, parce que justement, c'est ça l'objet de ce que je vais essayer de vous présenter ce soir. Il va de soi, mais vous allez voir que c'est important de le souligner, Élisabeth de Fontenay ne
compare pas, par exemple, le sort des animaux avec le sort des Juifs lors de la Shoah. D'accord? Pendant la Shoah. De même qu'elle ne compare pas non plus son frère handicapé mental à un animal. D'accord? C'est même exactement tout le contraire. C'est tout l'objet de cette réflexion-là. C'est même tout le contraire parce que ce qu'elle nous propose, en fait, c'est de penser avec exigence, avec subtilité dans le bon sens du terme, grande précision en quelque sorte. C'est de penser donc la question animale en dessinant de manière claire les contours grâce à ce que l'expérience humaine peut avoir de spécifique jusque dans ces cas les plus extrêmes. L'extermination des Juifs d'un côté, le handicap mental de son frère de l'autre. D'accord? Est-ce que je me fais à peu près bien comprendre? Vous me dites hein, si je dois reprendre des choses. Et donc, en fait, elle nous invite à faire ça. Elle nous invite à penser d'une manière subtile, exigeante, fine, en quelque sorte, la question de l'animalité, en essayant d'exploiter au mieux ce que peut lui apprendre le cas extrême, les cas extrêmes de la condition humaine, comme on a pu les voir dans la Shoah notamment, et puis dans ce qu'on peut voir dans le cas d'un handicap mental. Et elle nous invite à le faire afin d'essayer de concevoir ce qu'elle nomme donc un propre de l'homme, quelque chose qui serait spécifique à l'être humain et qui permettrait donc de comprendre, de définir ce que c'est que l'être humain. En un mot, même si on peut penser l'un par l'autre, c'est le rôle d'une analogie, le traitement des animaux dans les abattoirs, par exemple, n'est pas comparable à celui des Juifs dans un camp d'extermination. Elisabeth de Fontenay ne cesse d'affirmer ce genre de choses. Bon. Et de la même manière, un animal, aussi proche de nous soit-il, ne peut pas être comparé à un handicapé mental ne jouissant pas des qualités intellectuelles normalement, entre guillemets, attendues chez un être humain. Le thème est très lourd et très dur et très fort en quelque sorte parce que précisément elle s'est colletée avec ces deux thématiques qui sont extrêmement difficiles à porter. Voilà. Alors pour essayer de situer un petit peu ce travail d'Elisabeth de Fontenay, pour essayer de le comprendre, c'est maintenant, je considère que c'est maintenant qu'il faut lire le sous-titre de cet ouvrage, donc Le silence des bêtes. Et vous voyez, le sous-titre, c'est « La philosophie à l'épreuve de l'animalité ». D'accord? La philosophie à l'épreuve de l'animalité. Bon. Le thème important ici, c'est « à l'épreuve ». À l'épreuve, ça veut dire que l'objet de cet ouvrage, notamment, c'est d'essayer de savoir si la philosophie a les moyens de penser réellement l'animalité. On la met à l'épreuve, en quelque sorte. On va voir si elle tient le coup ou pas. Ou bien si, au contraire, donc, l'animalité, la notion d'animalité, nous échappe irrémédiablement parce que nous la penserions toujours à partir de nous, au bout du compte. Et inversement, cette difficulté ou cet échec possible de la philosophie à penser l'animalité, eh bien, cet échec possible donc implique logiquement la difficulté de nous penser nous-mêmes dans notre humanité. Comprenez? Comme elle le dit dans son texte, cette impuissance à définir un quelconque propre de l'homme. D'accord? Qui est le troisième souci qu'elle a évoqué dans le tout premier texte. Je voudrais insister sur cette forme d'aveu, en quelque sorte, de la part d'Elisabeth de Fontenay. On a là une sorte d'aveu qui amène de Fontenay à prendre une position que je considère extrêmement courageuse pour une philosophe, à savoir qu'elle essaye dans toute son œuvre d'affirmer un principe, à savoir la différence entre animalité et humanité. Elle maintient coûte que coûte cette différence entre animalité et humanité, et donc elle affirme un tel principe tout en admettant son incapacité à le fonder philosophiquement. Voilà la position exigeante, subtile et
très courageuse, me semble-t-il, pour une philosophe, c'est d'arriver à montrer que par sa démarche philosophique, elle parvient à un principe, mais ce principe, elle renonce à le fonder philosophiquement, elle admet ne pas pouvoir trouver ce propre de l'homme en quelque sorte. Et alors donc, pour essayer de tenir un petit peu cette position très, très délicate, et pour essayer de vous donner une idée la plus fidèle possible, j'espère, de cette pensée d'Élisabeth de Fontenay, eh bien, il me semble qu'il faut qu'on la comprenne en la situant entre deux conceptions de l'animal, deux conceptions qu'elle rejette également. D'un côté, ce qu'elle nomme la métaphysique humaniste, rassurez-vous, ça ne va pas être très compliqué. D'un côté, donc, ce qu'elle nomme la métaphysique humaniste, et de l'autre, ce qui s'appelle la philosophie antispéciste. D'accord ? Voilà, on va essayer de voir comment elle se distingue de ces deux philosophies qui sont un peu opposées l'une à l'autre, et comment elle essaye d'avoir une position moyenne, tout en revendiquant, encore une fois, de ne pas vraiment parvenir à définir un propre de l'homme. Ça va, tout va bien? Je peux continuer? C'est bon? Bon, premier moment, donc, ce que Élisabeth de Fontenay appelle métaphysique humaniste. L'expression paraît compliquée, mais en fait, ça renvoie à l'ensemble du corpus philosophique, religieux, scientifique, etc., qui pense la relation homme-animal selon un schéma hiérarchique, avec la justification courante qui est souvent d'ordre finaliste, je vais expliquer ce mot-là si vous voulez, mais en gros l'idée elle est toute simple, l'homme, l'être humain, est supérieur à l'animal, et l'animal n'existe en gros que pour être au service de l'être humain. D'accord ? Ce qui débouche parfois sur l'idée que finalement l'être humain peut très bien avoir la même considération pour l'animal que celle qu'il a pour un outil quelconque. Un outil pour travailler différentes matières. On regarde là aussi, si vous voulez, pour illustrer ça, c'est très très simple à comprendre, mais quand vous regardez les toutes premières lignes de la Bible, enfin quelques-unes des premières lignes de la Bible, à un moment vous avez Dieu qui prend la parole et qui dit, donc ce que vous avez sur votre feuille en numéro 3, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bon. Enfin, quoi que les reptiles, il leur arrivera un truc un petit peu plus tard, ils seront mal vus quand même, les reptiles, à un moment. Mais enfin bon. Alors voilà, donc dans la religion, pour aller très très vite, pour se donner un premier aspect comme ça, un premier repère, dans la religion, donc Dieu fait les animaux à notre service et on doit avoir domination. On est même les dominateurs dans le sens où on doit les nommer, puisque Dieu nous invite à nommer les animaux, ce qui est un signe d'appropriation en quelque sorte. Dans la pensée grecque, pour aller là encore très très vite, dans la pensée grecque, c'est la nature qui, comme dit Aristote, ne fait rien en vain, rien inutilement en somme. Eh bien, c'est donc la nature qui pourvoit à un ordre qui fait de l'homme le destinataire de tout ce qu'elle contient. Ainsi, Aristote écrit par exemple, les plantes existent pour les animaux et les animaux pour l'homme. Bon, voilà, comme ça c'est réglé, c'est vite vu. Alors que les animaux soient domestiques, qu'ils soient sauvages, ils sont de toute façon utiles à tous les aspects de la vie humaine, ils ont été manifestement prévus pour ça. Bien. Pourtant, il y a une petite nuance très intéressante avec Aristote. C'est que Aristote, pour autant, ne fonde pas cette hiérarchie entre les animaux et les êtres humains. Il ne fonde pas cette hiérarchie sur une différence de nature radicale entre l'homme et l'animal. Par exemple, souvent il écrit, il parle de l'homme et des autres animaux. Donc le simple usage de autres comme ça laisse entendre que voilà, on ne peut pas faire une différence aussi nette que ça. Je précise par exemple que chez Aristote, l'animal est doué d'une âme. Alors une âme végétative et nutritive, tout comme l'être humain. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il y a juste au moins cette idée que l'animal est doué de cette âme végétative et nutritive. L'être humain également, sauf que l'être humain dispose, lui, en plus, d'une âme intellective. On peut penser. D'accord ?
Et donc, du même coup, on voit là avec Aristote que Aristote pose en quelque sorte les bases de ce qu'on peut appeler un continuum, une continuité en quelque sorte entre l'animalité et l'humanité. Nous ne sommes pas de nature radicalement séparée. Finalement, nous sommes un animal peut-être un peu mieux réussi que les autres, au bout du compte. Voilà, c'est en gros une idée majeure quand même que l'on trouve chez Aristote. Alors, il se trouve que dans les siècles qui vont suivre, le débat entre d'un côté les partisans d'une continuité de nature entre humanité et animalité, par exemple chez quelqu'un comme Montaigne notamment, j'avais eu l'occasion de venir en parler ici une fois, et puis d'autre part donc le débat entre ces partisans d'une continuité de nature et d'autre part les partisans d'une discontinuité, d'une différence radicale de nature entre les deux, va tourner à l'avantage de ces derniers. Ce sont ceux qui considèrent qu'il y a une discontinuité de nature radicale, que nous n'avons rien à voir avec les animaux, qui vont plutôt l'emporter pendant les siècles qui vont suivre. Notamment parce que, alors Aristote justement il était avant ça, c'est peut-être pour ça qu'il a pensé une âme chez les animaux, mais notamment parce que la pensée chrétienne va installer l'idée d'une âme immortelle réservée aux êtres humains. Et puis au-delà, c'est l'entrée dans la modernité au XVIIe siècle, avec la révolution scientifique et technique qui la caractérise, qui va être le moment décisif pour basculer justement dans cette distinction radicale. Et il se trouve que le principal responsable de cette coupure, de ce moment où c'est la distinction qui va l'emporter, l'un des principaux responsables, c'est Descartes. C'est Descartes qui va, en quelque sorte, entraîner cette différence. C'est que, dans son souci de fonder la science, vous le savez sans doute, Descartes, il a un souci de refonder la science, de lui donner une méthode absolument rigoureuse. Eh bien, Descartes comprend que la nature, c'est ce qu'on comprend à cette époque-là, il y a plein d'autres au XVIIe siècle qui disent la même chose, il comprend que la nature, obéissant à des lois mécaniques, toute chose doit au moins pouvoir être pensée comme étant une machine. D'accord ? Au même titre que les machines que nous fabriquons nous-mêmes. Et par analogie, par exemple, avec les automates que l'on commence à fabriquer à cette époque, qu'on sait fabriquer déjà depuis un petit moment, mais qui ont beaucoup de succès à l'époque de Descartes, eh bien, par analogie avec ceux de nos automates, les mouvements des corps peuvent donc être pensés, compris comme le résultat de mécanismes complexes. D'où la notion que vous connaissez sans doute d'animal-machine. Voilà, la notion d'animal-machine chez Descartes, elle traduit la conception, par hypothèse au moins, qu'on peut se faire de l'animal dont tous les comportements peuvent s'expliquer par des mécanismes. Tous les comportements, parce qu'il en est un de comportement que l'animal ne possède manifestement pas, parce que justement ce comportement-là, il a besoin d'autre chose que du mécanisme. Je veux dire par là que il y a un comportement qui semble être la propriété exclusive de l'être humain, c'est le langage. L'animal, lui, Descartes est d'accord pour dire qu'un animal, ça peut communiquer. Bon. Mais, sauf que la communication animale, elle peut s'expliquer comme des réactions à un contexte donné. Comme l'émission de signaux qui sont mécaniquement causés par une situation précise. Ce qui fait au contraire le propre du langage, c'est qu'on peut y échanger des signes de toutes sortes. Descartes précise que les mots sont des signes, mais également les gestes que vont utiliser les muets pour se faire comprendre. Bon. Descartes précise également, deuxième chose, qu'on s'en sert pour communiquer sur des choses qui sont sans lien avec nos passions. Ce qu'il entend par là, c'est que par exemple, quand on regarde la communication d'un animal, c'est toujours parce qu'il est animé par des passions. Il a peur, il a faim, il exprime un désir, un souhait quelconque, un danger le menace, etc. Voilà. Pour Descartes, la communication animale, elle est essentiellement liée
à des passions en quelque sorte. Alors même que chez l'être humain, on peut parler de tout un tas de choses qui n'ont pas de relation avec nos passions, et en particulier avec nos passions actuelles, avec la fatigue, avec je ne sais quoi. Bref, il n'y a pas de lien direct entre ce que nous communiquons et nos passions. On peut très bien parler de toute autre chose. Bon. Et puis, troisième critère, troisième élément, on y répond toujours à propos quand on utilise le langage. Quand on utilise le langage, on est capable de parler à propos. Et là, Descartes précise, même le fou par exemple, le fou quand il vous donne une réponse délirante à une question que vous lui avez posée, ben, il répond quand même bien à votre question. Il y répond mal, il y répond de manière délirante, mais il répond à votre question. D'accord? Et donc, le perroquet à l'inverse, lui, quoi que vous disiez comme question, il vous dit toujours ce qu'il a appris à dire et il ne dit rien d'autre. Voilà, si vous changez de question, il ne va pas changer de réponse, il va dire la même chose. Bien. Ainsi donc, puisque le langage ne peut pas s'expliquer par la seule mécanique du corps humain, c'est que l'homme est doté d'un quelque chose en plus, c'est-à-dire d'une âme. Il est doté d'une âme qui lui permet la pensée. Âme que Descartes reconnaît donc à tous les êtres humains, jusqu'aux muets et aux fous par exemple, mais qu'il refuse absolument aux animaux. Voir sur cette question-là, la lettre au marquis de Newcastle, par exemple, là aussi j'avais eu l'occasion de parler de tout ça. Voilà, donc chez Descartes, il y a ça, il y a cette distinction-là. Bien. Si on regarde maintenant la question de la philosophie antispéciste. Alors la philosophie antispéciste, elle est apparue dans les années 70 dans les pays anglo-saxons, en Australie, aux États-Unis. Et elle est une dénonciation du spécisme, par définition, puisqu'on a antispécisme. Bon, dans spécisme, on a espèce, d'accord? Antispécisme, on a la contradiction à l'espèce. Je vous donne une petite définition qui se trouve, par exemple, dans ce petit volume, que sais-je, de Valérie Giroux, qui, contrairement à ce que nous, on traduit par l'orthographe de son prénom, est une femme, hein, Valérie Y, mais c'est une femme, Valérie Giroux, une Canadienne. Et elle écrit ceci, vous avez ça sur votre feuille, je crois. Le spécisme, qu'est-ce que c'est? Le spécisme, c'est l'idéologie qui justifie et impose l'exploitation et l'utilisation des animaux par les humains de manière qui ne serait pas acceptée si les victimes étaient humaines. D'accord? Le spécisme, c'est ça. C'est le fait d'accepter, d'après elle, que des animaux soient exploités, alors même que si des êtres humains étaient exploités de la même manière, on serait scandalisé par cette exploitation. Bon. Alors, je vous demande d'être attentif à cette définition, parce que, évidemment, donc, par contre-coup, on a une définition de l'antispécisme, de ce pourquoi milite cette jeune femme, par exemple. L'antispécisme, donc, condamne le spécisme en revendiquant le parallèle qu'on peut faire avec l'antisexisme ou l'antiracisme. Le parallèle est assumé, il est même revendiqué comme tel. Or, si on condamne le sexisme et le racisme, c'est au nom de l'égalité des sexes et de l'égalité des races, entre guillemets, ou plutôt des groupes ethniques en général. Donc, l'antispécisme revendique l'égalité des espèces animales avec l'espèce humaine. D'accord? Ou du moins, l'antispécisme revendique la légitimité d'établir une égalité de traitement pour toutes les espèces du monde animal. Contre les valeurs du spécisme et la représentation d'un propre de l'homme qui le distinguerait des animaux. Est-ce que ça va? Je ne vais pas trop vite? C'est bon? Aussi donc, si on veut contester le spécisme, cette idée qu'il y a une différence d'espèces, hommes, animaux. Si on veut contester le spécisme, autrement dit le traitement inégalitaire qui est présumé injustifiable par les militants de l'antispécisme, eh bien il faut trouver des critères par lesquels fonder cette égalité entre animaux et êtres humains. Il faut bien qu'il y ait des arguments pour soutenir l'antispécisme. Donc il faut trouver des critères. Or, on le voit dans la définition qui est donnée, l'antispécisme va rechercher de tels critères
en se fondant explicitement sur la comparaison, j'insiste beaucoup sur ce mot-là, sur la comparaison entre les animaux et les humains. D'accord ? Puisqu'il est bien dit, hein, le spécisme c'est cette idéologie qui, etc. Les animaux qui imposent l'exploitation et l'utilisation des animaux par les humains de manière qui ne serait pas acceptée si les victimes étaient humaines. Comme s'il y avait une forme de comparaison en quelque sorte. Donc, en somme, on va s'efforcer de faire des comparaisons entre les animaux et les humains. Doit donc être considéré, d'après l'antispécisme, doit être considéré comme injustifiable, comme inacceptable, tout traitement d'un animal qu'on jugerait inacceptable pour un être humain. D'accord ? Bon. Alors, dans un de ses livres qui s'intitule « Questions d'éthique pratique », l'un des initiateurs de la philosophie antispéciste, alors je n'ai pas réussi à le retrouver chez moi, mais voilà, l'Australien Peter Singer, qui est l'un des inventeurs, entre guillemets, de l'antispécisme, et qui est notamment l'auteur d'un autre livre, d'un best-seller qui s'appelle « La libération animale », eh bien, l'Australien Peter Singer, il nous donne une illustration claire de ce genre de raisonnement qui est fondé sur la comparaison. Et vous allez voir comment ça se présente. J'ai déconstruit un tout petit peu le texte, j'ai mis en fait la conclusion au début pour que vous compreniez bien la manière dont ça fonctionne. On lit le texte suivant. Les chimpanzés, les chiens, les porcs et les membres adultes de beaucoup d'autres espèces dépassent de loin un enfant au cerveau endommagé. Du point de vue de la capacité qui pourrait raisonnablement être considérée comme donnant une valeur à la vie. Car même avec les soins les plus intensifs, certains enfants gravement déficients ne pourront jamais atteindre le niveau d'intelligence d'un chien. Bon, je ne sais pas si ça vous fait la même chose, moi ça me... Je relis 3-4 fois quand je lis un truc comme ça. Bon, alors. Je vais introduire un petit concept un tout petit peu, enfin qu'il va falloir suivre un tout petit peu. On constate que la démarche comparative, elle revient en fait à elle revient à utiliser une méthode qui consiste à quantifier. On va penser les choses en quantité. On va mesurer la quantité d'intelligence d'un enfant handicapé mental avec la quantité d'intelligence d'un grand singe, d'un chien ou quelque chose comme ça. Et donc, on prend le parti en quelque sorte de quantifier les déficiences mentales des jeunes enfants et des attardés mentaux d'un côté, et puis les aptitudes de certains animaux qui dépassent de loin celles des premiers, d'après ce que nous dit Peter Singer. Bon. Comme si donc il allait de soi, d'après Peter Singer, que les deux soient comparables. Comme si on pouvait comparer enfant handicapé et animal sur la quantité d'intelligence que l'un et l'autre mobilisent ou manifestent. Bien, comme si ça allait de soi. Mais, du même coup, comprenez bien le raisonnement, la critique qu'en fait Elisabeth de Fontenay précisément, par ce raisonnement, les handicapés mentaux et les jeunes enfants passent donc implicitement pour des êtres pas totalement humains. D'accord ? C'est bien ce qui est dit, hein, puisque du point de vue de la capacité qui pourrait raisonnablement être considérée comme donnant une valeur à la vie, etc. Bon. Et donc, d'une certaine façon, les enfants handicapés, là, passent pour être des enfants pas totalement humains, d'une certaine façon. Voire d'une certaine manière, puisque l'argument vise à dénoncer la soi-disant supériorité de l'être humain, voire pour des sortes de... on va lancer le terme, pour des sortes de sous-hommes. D'accord ? Bon. On continue, toujours dans le texte de Peter Singer, pour voir comment il réfléchit, comment il se débrouille avec ça. Les animaux non humains, d'une part, et les jeunes enfants et les attardés mentaux de l'autre, se trouvent dans la même catégorie. Autrement dit, ils sont mesurables. On peut les mesurer les uns par les autres. Bon. Et si nous utilisons cet argument pour justifier une certaine expérience sur les animaux non humains, nous devons nous demander si nous sommes également prêts à autoriser cette même expérience sur de jeunes enfants humains ou des adultes attardés mentaux. Vous avez du mal à respirer, hein ? Je sens que vous avez du mal à respirer. Bon. Et alors, vous comprenez ici l'usage qui est fait de la
quantification, justement, cette idée de quantité, dans le but de délégitimer des expériences scientifiques qui sont faites sur les animaux, à savoir que, puisque leurs déficiences mentales permettent de comparer les attardés mentaux avec certains animaux non humains aux capacités intellectuelles remarquables, eh bien, il n'y a pas plus de raison d'autoriser ces expériences sur les animaux que sur les jeunes enfants, ou les attardés mentaux. D'accord? Les gens tombent en syncope là, attention. Bon. On finit avec le dernier petit bout de texte que vous avez, de Peter Singer encore. Et si nous faisons, donc si nous faisons, si la partie adverse en quelque sorte, hein, et si nous faisons à ce sujet une différence entre les animaux et ces êtres humains, sur quelle base pouvons-nous la fonder si ce n'est sur un parti pris cynique et moralement indéfendable en faveur des membres de notre propre espèce? Autrement dit, si nous avons raison de pouvoir comparer comme ça les deux groupes, si nous continuons de dire non, non, on ne peut pas faire d'expérience évidemment sur les êtres humains, attardés mentaux, etc., si nous continuons d'affirmer ça, d'après Peter Singer, ça n'est uniquement que d'un point de vue cynique, selon un parti pris cynique. Parce que pour lui, il n'y a pas de raison qu'on puisse revendiquer ça. D'accord? Donc voilà, la conclusion de cette comparaison, c'est que le refus de remplacer les animaux par ces êtres humains dans les expériences scientifiques, par exemple, ce refus, il est dénoncé par les antispécistes comme le résultat d'un parti pris cynique. Donc injustifié en quelque sorte, à l'avantage de notre propre espèce. Et ça, pour Peter Singer, c'est moralement indéfendable. Est-ce que ça va? Bon. On va respirer un petit peu. On arrive chez Elisabeth de Fontenay. Alors, tels sont donc très résumés, évidemment, hein, parce que c'est un peu plus complexe que tout ça, mais tels sont très résumés les deux positions, celle de Descartes, celle de l'antispécisme, entre lesquelles Elisabeth de Fontenay élabore sa pensée, donc, je vous ai dit, à la fois très tranchée, très précise et en même temps très courageuse. Bien. Alors, je veux tout de suite noter, bien sûr, pour commencer par, notamment par sa réponse aux antispécistes, qu'il n'est pas question, évidemment, pour elle de cautionner de manière complètement absurde, aveugle, inconsciente, les expérimentations sur les animaux, les mauvais traitements et tout ça. C'est pas la question, c'est pas le problème tel qu'il se pose à elle pour l'instant en tous les cas. Au moins, simplement, ce qu'elle refuse, elle, c'est d'entrer dans un raisonnement binaire de cette manière-là. Comment dire, elle qualifie la pensée de Peter Singer, c'est dans ce livre Gaspard là, qu'elle évoque ça, elle qualifie la rhétorique de Singer de piège idéologique. Bon. Et elle essaye d'expliquer pourquoi, en effet, elle considère que c'est un piège idéologique. Alors, on essaie de comprendre ça. Encore un aspect un tout petit peu complexe, mais vous avez l'air en forme, donc ça va bien se passer. L'antispécisme de Singer, de Peter Singer, ou bien de Valéry Giroux, ou bien de Francione, ou bien de Cavalieri, enfin il y a quand même plein de gens qui ont adhéré à cette idée-là. Cet antispécisme, il relève, il est un héritage de ce qu'on appelle la philosophie utilitariste. Je vous l'explique en quelques mots. La philosophie utilitariste, c'est une philosophie dont on trouve les principes chez un philosophe qui s'appelait Jeremy Bentham, un philosophe anglais à cheval sur 18e et 19e siècle. Et le principe fondamental de cette philosophie, c'est de chercher à dégager la définition du juste de ce qui est bon pour le maximum d'individus. Je vous le redis autrement. Ça veut dire que c'est en identifiant l'intérêt le plus grand par l'addition des intérêts des individus. Plus il y a d'individus qui sont dans le même camp au niveau des intérêts, eh bien plus on peut dire que c'est ça qui est juste et non pas l'intérêt du moins grand nombre, en quelque sorte. D'accord ? Le juste est défini en fonction de la somme d'intérêts et bon ce qui est juste ce qui est bon au maximum d'individus, en quelque sorte. Bon. Et en somme, d'où cette forme de raisonnement qui est adoptée par les antispécistes et qui consiste
à définir le juste en termes de quantité, encore une fois. Hein, en termes de quantité. Bon. Et ça prend des formes tout à fait étonnantes parfois. Bon, voilà, quand vous travaillez sur cette question-là, vous lisez des choses, vous les relisez une deuxième fois, vous les re-relisez une troisième fois, parce que vous avez du mal parfois à sentir ce qu'ils veulent dire. Mais par exemple, ça se présente sous la forme parfois de dilemmes qu'on nous propose, de cas particuliers, une sorte de casuistique. On vous propose des dilemmes. Qu'est-ce que vous feriez plutôt, ceci ou cela? Et alors, par exemple, je vous en donne une illustration. Est-il préférable, par exemple, donc, est-il forcément plus juste, est-il préférable de sauver un enfant handicapé mental ou un chien en bonne santé? D'accord? Voilà, il y a toujours des cas comme ça, qui sont mesurés l'un à l'autre, en quelque sorte. Cette philosophie anglaise, cette philosophie utilitariste, elle est souvent fondée comme ça sur des cas particuliers, sur lesquels on se demande qu'est-ce qui vaut le plus? Qu'est-ce qui vaut le plus? Et on réfléchit en termes de quantité, le plus souvent. Bon, il y en a d'autres plus difficiles à entendre encore, mais je les ai laissés de côté. Mais il y en a quelques-uns qui sont assez gratinés quand même, hein, je vous assure. Alors, comprenons bien que Élisabeth de Fontenay cherche à maintenir une position de rigueur scientifique et philosophique, bien sûr, tout en ayant à penser le handicap profond de son frère, puisque je vous ai dit que c'était un des éléments fondamentaux qui avait structuré sa réflexion, sa pensée. Et plus exactement, on peut se rendre compte que son frère, Gaspard donc, joue le rôle essentiel, le rôle central dans sa pensée, qui lui permet de ne rien céder aux antispécistes précisément. On regarde le petit texte d'après, et on va voir que les 3-4 petits textes qui suivent, là, où Élisabeth de Fontenay a la parole, vont très clairement nous situer sa particularité. L'utilitarisme de Singer est donc un égalitarisme qui, prenant en compte les intérêts animaux au même titre que les intérêts humains, prétend remplir effectivement les exigences éthiques d'universalité. Alors la phrase paraît un tout petit peu compliquée, mais en réalité ce qu'elle nous dit est assez simple. Si on veut énoncer des principes, des exigences éthiques d'universalité, autrement dit ça c'est juste, ça c'est injuste, on énonce quelque chose d'universel en quelque sorte. Mais ce sur quoi serait fondé ce genre de raisonnement, ce serait essentiellement sur la comparaison que l'on pourrait faire entre l'état particulier, l'intérêt particulier d'un enfant handicapé mental, qui, entre guillemets, pardon de le dire de manière aussi violente, n'atteindra jamais la normalité d'un être humain doué de toutes ses facultés, par rapport aux qualités intellectuelles supérieures que peut avoir un grand singe ou un chien ou je ne sais quoi. D'accord? Donc, cet universel, ça c'est juste, ça c'est injuste, serait fondé sur une sorte de calcul d'intérêt, en quelque sorte, de ce point de vue-là. D'accord? Alors, il se trouve que Élisabeth de Fontenay, elle est plutôt pour dire que si on doit trouver des critères de la justice, de la morale, des critères éthiques, etc., on doit plutôt le faire sur une différence qualitative et non pas sur une différence quantitative. D'accord? Bon. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une parenté entre humain et animal que la distinction entre les deux ne doit pas être faite. Voilà, cette parenté, c'est ce qu'elle nous dit juste après. Regardez. Alors ça, c'est tiré notamment de cet ouvrage qui est un recueil de textes tout à fait remarquable. Il y a des textes là-dedans qui sont vraiment remarquables. Ça s'appelle « Sans offenser le genre humain, réflexion sur la cause animale ». Voilà, si on veut aborder l'œuvre d'Élisabeth de Fontenay, c'est peut-être par là et par Gaspard de la Nuit qu'il faut commencer. Et elle dit notamment cette chose-là très, très très belle. Les découvertes de ces récentes années portant sur l'origine d'Homo sapiens, sur la génétique et sur les compétences des singes supérieurs, menacent bel et bien le concept d'humanité, l'homme n'étant alors qu'une espèce du genre Homo. Bon, très bien. Autrement dit, très concrètement, très simplement, depuis Darwin, nous savons que nous ne sommes pas une espèce à part. D'accord ? Notre existence est le résultat d'une évolution sur des millions d'années, et l'homme est un hominidé,
Homo sapiens et les singes supérieurs sont donc des cousins d'une même famille. D'accord? Souvent, les gens disent l'homme descend du singe. Non, en réalité, l'homme ne descend pas du singe, puisque les singes existent encore. C'est donc on ne descend pas du singe. Hein, on est des cousins qui se sont séparés à un moment de l'évolution. Donc, nous faisons partie d'une même famille, le genre Homo. Et à ce titre-là, donc, eh bien, l'être humain n'a aucune position supérieure ou privilégiée à revendiquer, hein, du point de vue des singes, par exemple. Bien. Je continue, c'est toujours le même texte. À juste titre, les travaux scientifiques ruinent, dans ses implicites et bien-pensants fondements, la foi humaniste et toujours encore secrètement créationniste que nous avons dans le caractère unique de l'histoire humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bénéfice à tirer d'un tel progrès scientifique, qui nous montre cette parenté entre les singes et nous, etc., le bénéfice à tirer d'un tel progrès scientifique consiste dans une remise en cause qui est très salutaire, d'après Elisabeth de Fontenay, de l'orgueil humain en quelque sorte. D'accord? Nous avons encore, même inconsciemment, une sorte de foi humaniste, c'est-à-dire une sorte de croyance que nous sommes une espèce à part. La science nous dit, pas du tout, nous sommes des êtres issus des mêmes origines et donc rabattons un tout petit peu notre orgueil. Là, il n'y a aucune raison d'avoir, de se croire situé à une place particulière. Bon. Et arrive le problème auquel est confrontée Elisabeth de Fontenay. Une décision, et vous aurez noté que décision est écrit en italique, une décision doit être cependant maintenue avec fermeté, qui impose de disjoindre deux interrogations hétérogènes, celle de l'origine de l'homme et celle de la signification de l'humain. Magnifique ça, comme petite distinction. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en somme, si la science tente à effacer l'écart entre espèces différentes au sens du genre Homo, d'accord? Nous sommes dans le genre Homo, et puis à côté de nous, il y a les grands singes, il y a les singes en général, etc. Bien. Et donc, si la science tente à effacer cet écart, et du même coup semble nous inciter à faire du grand singe un égal de l'être humain, eh bien alors la question du propre de l'homme doit faire l'objet, dit-elle, d'une décision. Il faut décider, il faut infirmer, même si c'est impossible à fonder, même si c'est impossible à argumenter d'une manière définitive, mais il faut prendre une décision maintenue avec fermeté, comme dit Elisabeth de Fontenay, à savoir qu'il faut décider, il faut essayer d'affirmer qu'il y a une différence nette de nature entre l'homme et l'animal. D'accord? Et pour faire cette distinction, eh bien, on ne doit pas confondre, comme l'antispécisme semble le faire aux yeux d'Elisabeth de Fontenay, on ne doit donc pas confondre l'origine de l'homme d'un côté et la signification de l'humain de l'autre. On comprend bien, on entend bien cette distinction entre ces deux notions-là. On y regarde, si vous voulez, un tout petit peu. La question de l'origine de l'homme, on est d'accord, elle relève bien de la science, comme on vient de le voir. Depuis Darwin, machin, etc. La question de l'origine de l'homme, elle relève bien de la science. Mais en revanche, la signification de l'humain ne peut pas être réduite à l'origine commune de l'homme et du singe. Elle ne peut pas être réduite à ça, parce que ce qui fait l'humain, ce sont des choses, l'humain au sens de notre humanité, en somme. Ce qui fait l'humain, ce sont par exemple les valeurs morales que nous pouvons installer entre nous. Ce sont les interdits, ce sont les lois que nous établissons contre nos propres penchants, par exemple, pour ne pas se venger bêtement, ou je ne sais quoi, ou des choses comme ça. Bref, ce sont tout un ensemble d'institutions, par exemple, qu'on ne peut pas considérer comme le simple prolongement des conduites des singes, contrairement à ce que croit, par exemple, quelqu'un comme Franz de Waal, avec qui également Elisabeth de Fontenay a pu discuter, débattre de manière un peu conflictuelle. Bon. Autrement dit donc, il y a une sorte de saut, je vais utiliser un gros mot, mais il y a une sorte de saut ontologique. Il y a une sorte de saut ontologique entre notre animalité et notre humanité. Ontologique, ça veut dire être.
il y a deux choses différentes entre le moment où nous étions, où nos ancêtres étaient animaux et seulement animaux, et le moment où nous sommes devenus humains. Un saut moral, pour le dire de manière plus simple si vous voulez, qui implique que être humain, ça n'est pas la même chose qu'être un grand singe, pour Elisabeth de Fontenay. D'accord? Bon. Je reprends la lecture de Fontenay. Pour le dire autrement, on ne peut pas laisser les recherches croisées des paléoanthropologues et des primatologues, les découvertes de la biologie moléculaire et de la génétique, détruire sans reste l'affirmation de la rupture en quoi consiste la singularité anthropologique. D'accord? Donc encore une fois, si la science a toute légitimité, évidemment, pour établir notre parenté d'origine avec les animaux, la question de la singularité anthropologique, de la rupture avec l'animalité, cette question-là, elle n'est pas du ressort de la science. Cette rupture, elle ne peut faire l'objet que d'une affirmation, qui est une sorte d'acte moral en quelque sorte. C'est un devoir en somme qui incombe à chacun envers tout être humain, même et surtout pour ce qu'elle appelle les pauvres en humanité, donc elle pense aux handicapés mentaux en particulier là, de préserver comme une sorte d'absolu l'égalité entre eux, êtres humains, et puis la différence entre êtres humains et animaux. Il y a une interview il y a quelques mois, Elisabeth de Fontenay a donné une interview sur France Inter où elle a eu une formule tout à fait intéressante. Homo sapiens, c'est une déviation en même temps qu'une dérivation. Homo sapiens, c'est une déviation en même temps qu'une dérivation. Une dérivation, c'est un prolongement. D'accord? C'est quelque chose qui va dériver vers un certain lieu. C'est une forme prise par quelque chose au long d'une évolution continue, en quelque sorte. Par exemple, qui a donné aussi les grands singes dans l'évolution de la sélection naturelle. Mais Homo sapiens, c'est aussi une déviation, une sorte de pas de côté en quelque sorte. D'accord? C'est une sorte de pas de côté, c'est un quelque chose d'autre qui l'éloigne par certains caractères au moins de son origine, qui le distingue absolument de ce que l'évolution a pu produire par ailleurs, par exemple donc les grands singes. Donc nous sommes une dérivation, nous sommes dans la même continuité que les grands singes si on veut, mais nous sommes aussi une déviation parce que nous sommes autre chose, un pas de côté par rapport aux grands singes notamment. Bon, et puis par ailleurs, Elisabeth de Fontenay prend donc également ses distances avec Descartes. Je reviens un tout petit peu à Descartes. Vous vous souvenez que le critère distinctif pour Descartes entre l'homme et l'animal, c'est que le premier est doté d'une âme dont le signe est l'usage du langage. D'accord? Le langage, pour Descartes, c'est le signe de l'être humain. Le langage est le propre de l'homme, qu'il soit muet ou qu'il soit fou, puisque, comme vous vous rappelez, le propre du langage, c'est de pouvoir en user à propos. Même le fou nous répond à propos, c'est-à-dire à la question qu'on lui a posée, même si la réponse est délirante. Mais au moins, il nous répond à propos. Or, il se trouve, c'est écrit magnifiquement, il y a des pages absolument sublimes dans ce livre sur cette question-là, qui lui aussi est paru en poche depuis. Or, il se trouve que c'est un des traits particuliers du handicap mental de Gaspard, le frère d'Elisabeth de Fontenay, que de ne pas savoir répondre à propos. D'accord? Elle a une formule qui est terrible, qui est très belle, et absolument terrible à lire et sans doute à écrire. Elle a dû avoir un mal fou à le faire, mais elle a dit à propos de son frère, à l'épreuve du propre de l'homme, Gaspard a été recalé. Voilà. Belle formule, hein, mais bon, tellement lourde, quoi. Hein. Voilà. À l'épreuve du propre de l'homme, Gaspard a été recalé. Bon. Ce qui fait que, contre Descartes, elle en veut un peu à Descartes, tout en ne le condamnant pas malgré tout. Hein, elle a une admiration sans borne pour Descartes, mais elle écrit donc ceci. On a encore 3 tout petits textes à lire. Dans sa volonté toute stoïcienne de déclarer l'unicité du genre humain, Descartes n'a pas su mettre la barre assez bas. Et il aura finalement laissé sans statut quelques vivants nés d'un homme et d'une femme
des vivants humains dépourvus d'à propos. Vous remarquez la beauté du style, c'est quand même sublime, quoi, hein. Bon. Donc voilà, Descartes, il n'est pas allé assez bas, parce que ça, c'est pas un critère suffisant pour inclure Gaspard. Gaspard, il ne se retrouve pas là-dedans. D'accord? Mais dans le même temps, elle se garde bien, évidemment, de dire Descartes a eu tort, etc. Parce que si elle s'opposait à Descartes comme ça, elle se retrouverait un peu dans les bras de Singer, et ça, elle ne peut pas, elle ne peut absolument pas. Donc, pour se gardant donc de tomber dans cette opposition radicale, elle reprend la comparaison quand même que Descartes fait avec, entre le fou, qui est censé parler à propos, et le perroquet, qui lui n'en est pas capable, puisqu'il dit toujours la même chose. Elle reprend cette petite comparaison, ce petit moment dans la pensée de Descartes, et elle dit là aussi le petit texte suivant. Ce qui chez moi se met immanquablement en travers d'un anti-cartésianisme forcené. Autrement dit, ce qui m'empêche de m'opposer radicalement à Descartes. Je ne peux pas quand même m'opposer radicalement à Descartes. Je ne peux pas tomber dans un anti-cartésianisme absolu. Il y a quand même des choses qui m'en retiennent. Bon. Et donc, ce qui chez moi se met immanquablement en travers d'un anti-cartésianisme forcené, c'est Gaspard. Sa différence d'avec les humains normaux, sans doute, mais la différence évidente de son manque d'à-propos d'avec celui des perroquets. Autrement dit, si le handicap de Gaspard rend difficile de l'inclure au sein de l'humanité, parce qu'il ne sait pas parler à propos, ce handicap n'autorise pas non plus à l'en exclure pour le renvoyer à l'animalité du perroquet. Il y a dans le manque d'à-propos du perroquet ce qu'elle appelle une différence évidente avec celui de Gaspard, avec le manque d'à-propos de Gaspard. Évidente, ça veut dire quoi? Malheureusement, évidente, ça veut dire indiscutable, clair, constatable, et dans le même temps impossible à démontrer. Et dans le même temps impossible à argumenter véritablement pour en dégager un propre de l'homme. Mais il n'empêche, c'est là. Il y a un manque d'à-propos chez Gaspard qui n'est pas de la même nature que le manque d'à-propos du perroquet. Donc, pour conclure à peu près, Élisabeth de Fontenay rejette deux philosophies qui se prétendent légitimes parce que fondées philosophiquement. Descartes d'un côté qui réserve l'âme à l'homme et qui réduit l'animal à une machine, et l'antispécisme de l'autre qui humanise les animaux tout en méprisant les handicapés. Elle, Élisabeth de Fontenay, revendique justement de ne pas trouver donc de propre de l'homme tout en excluant la confusion avec l'animal. D'accord, on ne peut pas trouver de propre de l'homme, mais ça ne veut pas dire que l'on assimile l'être humain à un animal. Et au bout du compte, si on voulait trouver un fondement quand même à cette pensée, du moins un élément fondamental dans sa pensée qui nous permet de la justifier, de la lire dans toute cette complexité, à la limite, le seul fondement qu'on pourrait lui trouver, c'est la reconnaissance de ce qu'elle appelle un anthropocentrisme minimal. Je vous explique tout ça. Ça se trouve dans Sans offenser le genre humain. Et voilà, je réduis ça à la petite phrase où elle évoque, où elle définit cet anthropocentrisme minimal. Ce point de vue égoïque fondé sur égo, moi, voilà, pas égocentrique mais égoïque, quoi. Bon. Ce point de vue égoïque, spéciste, entre guillemets, si l'on tient au terme, qu'il faut amender, certes, donc ce point de vue égoïque ou spéciste, est l'effet de notre finitude avant d'être la marque de notre puissance. Il est aussi la condition de notre responsabilité envers les vivants. Alors, expliquons ça très simplement. Elle parle d'un anthropocentrisme. C'est la définition qu'elle donne ici. Mais à condition de bien entendre, anthropocentrisme qui n'est pas ici le privilège tiré d'un statut
à part qu'aurait l'être humain sur les autres êtres vivants, comme centre du monde, hein, anthropocentrique, c'est l'homme au centre, hein, voilà, tout a été fait pour nous, etc. Donc, elle parle ici d'un anthropocentrisme qui n'est pas le privilège qu'aurait, enfin, tiré d'un statut à part qu'aurait l'être humain, mais plutôt un anthropocentrisme qui est un défaut lié à notre finitude, dit-elle. C'est-à-dire qu'en fait, quoi que nous fassions, nous ne pensons toujours ce qui n'est pas nous qu'à partir de nous. Vous savez, c'est comme quand une machine, notre ordinateur fonctionne plus. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Comme si l'ordinateur avait une intention de vous nuire, hein, de vous embêter. Eh bien, en fait, on a toujours ce petit travers de penser les choses par rapport à nous-mêmes, en quelque sorte. Donc, en fait, cet anthropocentrisme, il faut l'entendre comme une sorte de défaut qui est lié à notre finitude. Nous ne sommes pas Dieu, vous voyez, avec une sorte d'omniscience, je ne sais quoi. Voilà, on est à notre place, nous avons un statut particulier, et donc nous ne pensons toujours ce qui n'est pas nous qu'à partir de nous. Et elle insiste d'ailleurs pour montrer que même les antispécistes, en fait, même les antispécistes croient penser à la place de l'animal. Ça arrive très souvent, ça. Hein. Il y a des tas de choses dans ce petit ouvrage encore là, qui sont tout à fait étonnantes sur ce point de vue-là. Même les antispécistes croient penser à la place de l'animal. Et du même coup, ils trahissent cet anthropocentrisme qui est inhérent à notre condition humaine. Donc, au moins, la prise de conscience d'un tel défaut d'anthropocentrisme minimal, la prise de conscience d'un tel défaut nous oblige nous impose l'obligation, non pas de nous en débarrasser, puisque c'est impossible. C'est inhérent à notre nature, ça. Mais nous impose au moins l'obligation d'assumer notre responsabilité envers les vivants, dit Elisabeth de Fontenay. Entendez bien, elle dit bien envers les vivants. Donc, les êtres humains, les animaux, les handicapés, voilà, sans distinction de ce point de vue-là. Alors, responsabilité, ici, au moins, ça veut nous dire quoi? C'est au moins l'élément que je voulais vous apporter ce soir. C'est au moins la responsabilité de les penser avec rigueur pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils ne sont pas. En acceptant la complexité des problèmes que ça pose et en refusant les simplifications à outrance. Je vous remercie beaucoup. Merci.